Yep. Ah, mais il y a des personnes qui étaient à Limoges la semaine dernière. Merci d'être là, mesdames. C'est cool. La semaine dernière, à Limoges, il y avait deux Belges. Et elles ont tout fait pour que je fasse des formations en Belgique. Donc, j'ai pas encore quelles sont les dates, mais il y a de grandes chances pour que j'aille à Charleroi l'année prochaine. Oui, 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 on t'attend, on t'attend. Je verrai, je verrai. C'est bon pour vous? Je vais commencer directement par les questions qu'on m'a posées et puis après, je répondrai à vos questions. Donc, j'ai eu quelques retours par rapport au livre, par rapport à des personnes qui m'ont dit: «Ah Audrey, j'ai fait la formation et en fait, soit je peux être un peu dégoûtée parce que, il y a des choses que tu dis dans la formation et tout est dans le livre». Donc j'ai senti que c'était venu, remonter des peurs chez certaines personnes. Peur de pas avoir de clients parce que, bah, si tout est dans le livre, je vais pas avoir de formation, enfin je vais pas avoir de clients. Ou je peux être dégoûtée d'avoir dépensé de l'argent pour la formation alors qu'il y a plein d'informations dans le livre. Sachez que si vous faites la formation et qu'ensuite vous lisez le livre, forcément vous allez trouver plein de choses dans le livre et c'est normal que ça fasse résonance. C'est normal. Après, je peux vous inviter à lire le livre pour ensuite plus facilement le conseiller aux parents ou aux personnes qui sont autour de vous. Voilà ce que je voulais dire par rapport au livre. D'ailleurs, si vous l'avez lu et que vous pouvez mettre des avis sur la Fnac, Cultura, Amazon ou ce genre de choses, c'est précieux. Ma maison d'édition a besoin de retours et en fait, elle a besoin de ces avis. C'est ce qui lui permet de savoir comment évolue, évolue le livre au niveau des ventes. Donc voilà, ça c'était ma demande. Par rapport au groupe privé et par rapport aux mails, je préfère que vous m'envoyiez vos réponses en lien avec vos séances, en lien avec la formation sur le groupe privé, ce qui va me permettre à tous les participants en fait de voir mes réponses. Si vous m'envoyez des réponses un à un par mail, bah, je trouve que c'est dommage parce que ça empêche aux autres de lire mes réponses. Et souvent, les questions qu'on me pose, c'est déjà des questions qu'on m'a déjà posées. Donc, je vous invite à vraiment faire ça dans le groupe privé. Et le groupe privé, il y a plein d'informations qu'il n'y a pas dans la formation. Donc, je vous invite à participer, à répondre aux commentaires. Et peut-être que vous pouvez aussi avoir une autre vision. Moi, je vous apprends des choses pendant la formation, mais vous, avec qui vous êtes, votre personnalité, vos différents métiers, bah, peut-être que vous allez pouvoir donner plus facilement d'autres réponses plus complètes que moi. Donc, c'est vraiment un groupe privé pour échanger. Ça, c'était pour le groupe privé. Alors, il y a Fabienne qui m'a demandé pour les Tu parles, examens. excuse-moi, Audrey, quand tu parles de groupe privé, tu parles bien du groupe privé en ligne et pas de groupe WhatsApp, hein. Oui, On c'est est bien ça. d'accord. Merci. Le groupe WhatsApp, il est vraiment là pour pouvoir échanger entre vous par rapport à la formation, par rapport à différentes choses. Mais oui, si vous avez vraiment des groupes, des questions en lien avec la formation, les questions-réponses, vos sources, tout sur le groupe privé. Le groupe WhatsApp, parce qu'il y en a qui m'ont demandé, c'est seulement pour les personnes qui sont en présentiel. Ça me permet de donner plein d'informations aux personnes qui font la formation. Voilà, merci Sarah pour cette question. Donc il y a Fabienne qui me demande, Audrey, comment se passe l'examen? Pour les personnes qui le font en présentiel, je vous envoie un lien et c'est un examen écrit. Donc en gros, vous avez une dizaine de questions et ça reprend une séance. Comme ça, moi, ça me permet de voir si vous avez bien compris les mécanismes. Donc souvent, j'ai besoin que ce soit détaillé et très souvent dans les réponses, j'ai que des mots, j'ai pas forcément des phrases et vous vous adressez à moi, mais moi, je sais en fait ce qui se passe. Donc il faut vraiment, quand vous passez l'examen écrit, faire comme si vous étiez face à des parents qui ne comprennent rien. Et souvent, les parents qui viennent en séance ne comprennent rien. Ils ont besoin de comprendre pourquoi leur enfant est comme ça. Ça, c'est la première chose par rapport aux examens. Et des fois, je peux avoir des copier-coller de cours. Et ça fonctionne pas parce que je mets des petits pièges pour que vous puissiez, pour que moi, je puisse comprendre que vous avez bien compris la technique. Et c'est bien de récolter toutes les informations qu'il y a dans les questions et d'y faire référence pour les pensées limitantes, pour les conséquences et pour expliquer tout ça à l'enfant. Ça, c'est pour l'examen final. Pour les personnes qui sont en ligne, généralement, à la fin de chaque module, vous avez des quiz. Et en fait, il n'y a pas d'erreur dans les quiz. Donc, si ça ne passe pas, c'est que soit vous avez oublié de cocher une case, soit il y a d'autres cases à cocher. Mais il n'y a pas d'erreur. C'est juste que tout n'est pas juste. Pour celles qui sont en ligne, il faut, pour celles et ceux qui sont en ligne, pour passer le quiz, il faut au moins avoir 80% de bonnes réponses. Pour les personnes qui sont en ligne, je vous demande aussi de m'envoyer les réponses aux 10 études de cas. Et les études de cas, j'ai besoin que vous me nommiez les pensées limitantes, les conséquences par rapport à l'enfant et comment vous expliqueriez cela aux enfants et aux parents.
Parce que quand vous êtes en présentiel, moi, je vous vois pratiquer, je peux vraiment vous corriger. En ligne, je ne sais pas comment vous pratiquez. Et en fait, les études de cas me permettent vraiment de comprendre là où ça peut pêcher. Et pour celles qui ont peur de passer l'examen final, quand je vous donne le corrigé, je vous donne un vrai corrigé avec des vraies réponses, avec des pistes de réflexion et tout ça. Je vous donne pas juste une note, je vous donne vraiment des explications à toutes vos questions ou s'il y a eu des manques, je vous donne des pistes. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à l'examen final. Il faut au moins avoir 12 sur 20 pour obtenir l'examen. Et une fois que vous avez l'examen, vous pouvez être sur l'annuaire des consultants. Ça, c'est à vous de décider. Et à partir du moment où vous êtes sur l'annuaire des consultants, moi, les personnes qui me demandent des consultants, ils ont envie d'avoir des personnes qui font la méthode raconte-moi mon histoire. Si vous êtes dans l'annuaire, que les personnes viennent pour une séance de raconte-moi mon histoire et que vous faites autre chose, c'est comme si vous les arnaquiez et ils vont peut-être être déçus ou pas contents. Donc, quand les gens viennent vers vous pour raconte-moi mon histoire, ben, c'est bien de leur demander, est-ce que vous voulez une séance de raconte-moi mon histoire ou est-ce que vous voulez autre chose? Quand j'ai commencé à faire la méthode raconte-moi mon histoire, je faisais aussi de la traduction de bébé et de la parole au bébé. Et j'ai une personne qui a été déçue parce que j'étais partie sur raconte-moi mon histoire parce que je trouvais ça plus pertinent. Et en fait, elle m'en a voulu parce que je n'avais pas fait de test musculaire. Donc, quand vous avez des personnes en séance, demandez-leur ce qu'ils attendent de la séance pour pas qu'ils se sentent arnaqués, entre guillemets. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire ou des remarques? Alors, moi, j'ai une remarque. J'ai fait la formation en ligne et c'était juste pour te faire un retour sur les études de cas. Donc, ça demande beaucoup de travail, mais j'ai trouvé que c'était hyper pertinent et du coup, je me suis dit, mais ce serait même presque chouette, entre guillemets, d'en avoir de nouvelles de temps en temps, tu vois, d'avoir un regard extérieur. Enfin, pas forcément que tu corriges, mais je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir voilà, avoir pas une espèce de supervision, mais voilà, j'ai trouvé l'exercice intéressant à faire, vraiment. Donc, beaucoup de boulot, mais très. On est sûr qu'on intègre vraiment bien quoi, la formation et du coup, j'en ai bavé pour arriver au bout. Mais voilà, c'était juste un retour sur les études de cas que j'ai trouvé vraiment super chouette. Merci Céline. Et je sais que le 10e étude de cas, c'est Aria qui a peur de l'eau et du vent. Mm, Et mm. je sais que celle-ci, elle vous embête beaucoup et c'est aussi pour ça que je l'ai mise parce que en séance, vous allez avoir des enfants où moi, je n'ai pas forcément expliqué pendant la séance. Et du coup, dans le cas d'Aria, c'est vraiment une petite fille qui est arrivée avec cette peur de l'eau et du vent. Donc quand c'est comme ça, si elle a peur de quelque chose sur son visage, ça peut être important de se demander qu'est-ce qui fait que l'extérieur peut être un danger? C'est ça la piste. C'est pas forcément chercher l'eau et le vent, mais c'est qu'est-ce qui fait que dès qu'il y a quelque chose sur son visage, ou l'extérieur, ça peut être un danger. Parce que je sais qu'elle vous embête, cette étude de cas. Mais voilà, comme le disait Céline, c'est important de les faire si elles sont là. Moi, c'est la seule manière pour moi de voir que vous avez bien intégré la méthode. C'est pour ça que je suis un peu tatillon sur ces études de cas. J'ai Caroline qui m'a posé une question et qui m'a dit, Audrey, quand les parents sont tristes en séance et que l'enfant voit que les parents sont tristes et que l'enfant peut être triste, quoi faire? Donc quand c'est comme ça, quand les parents ont des émotions et que je commence à m'occuper des émotions des parents et que je vois l'enfant qui peut pleurer ou qui peut vouloir soulager ses parents, je vais directement dire à l'enfant que ses parents sont en train de vivre des émotions et que comme lui, les adultes ont des émotions comme les enfants et que là, justement, son papa et sa maman est en train d'exprimer ses émotions et que moi, je suis là pour prendre soin de ses émotions. Comme ça, l'enfant, il comprend que le parent a des émotions, il comprend qu'en fait, il y a des personnes dont c'est le métier, et moi, je rajoute que c'est pas à lui de s'en occuper. Donc, ça lui fait vraiment un cas concret sur le fait qu'il n'a pas à prendre soin de ça. Et Caroline me disait, bah, du coup, ça veut dire que l'enfant ne peut pas ressentir des émotions. Si, et du coup, on va l'accompagner, on peut lui dire, je vois que ça te fait pleurer de voir maman pleurer. J'entends. Et je vais prendre soin de tes émotions. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit d'avoir des émotions. Est-ce que c'est clair ce que je raconte par rapport à ça? Que ça peut être perturbant en séance de se dire, ah là là, en fait, c'est pour l'enfant et en fait, il y a les parents qui ont des émotions. Comment je fais? Mais c'est génial s'ils ont des émotions. Vous êtes là pour vous en occuper et du coup, l'enfant, il comprend que c'est votre métier.
Et souvent, quand je lui explique tout ça, il va jouer dans un coin de la salle et moi, ça me permet de libérer les émotions des parents pendant ce temps-là. Souvent, quand c'est libéré au niveau des parents, c'est libéré au niveau de l'enfant. Donc, ça fait coup double. Mais peut-être que vous n'êtes pas à l'aise de prendre soin des émotions des parents quand l'enfant est en séance. Je sais pas comment c'est pour vous quand ça se passe. Oui, Eh Virginie. ben, oui, si je peux intervenir. Par rapport à ça, je crois que tu disais aussi qu'il fallait dire à l'enfant que les émotions allaient passer, que ça ne durerait pas. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien. J'en ai fait l'expérience et franchement, c'est vrai que l'enfant comprend bien comprend bien que ça ne va pas durer longtemps et en général, il s'arrête presque instantanément d'avoir d'avoir cette émotion sur le visage et en fait, il repart jouer. C'est vrai que c'était assez surprenant. J'étais surprise. Merci Virginie. Effectivement, l'enfant, il sait pas que ça s'arrête. Donc si tu lui dis, je vois que tu es triste, je vois que tu es en colère, je comprends que c'est une émotion qui est tellement forte pour toi. Oh, la bonne nouvelle, c'est elle va s'arrêter à un moment donné, cette émotion. Nous, en tant qu'adulte, on sait que les émotions, elles vont finir. Et parfois, en tant qu'adulte, on a des grosses émotions. Et même si on sait que ça va se terminer, c'est très souffrant. Donc imaginez un enfant qui ne sait pas que ça va se terminer, c'est cataclysmique pour lui ou elle. Oui, Mireille. Ouais, et moi là je suis une petite fille et puis je l'ai vue pour la première fois et la maman a pleuré en fin de séance. Et en fait, j'étais surprise. La petite est hypersensible, hein. Elle a pas bougé et son faciès n'a pas changé et ça m'a surpris en fait. Alors, je lui ai effectivement dit, bah, tu vois, maman, elle a des émotions par rapport à ton histoire, par rapport à... Et et c'est OK, mais en même temps, j'avais même pas besoin de la rassurer parce que j'avais l'impression il n'y avait rien qui se passait. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà eu. Ça peut arriver soit en fait l'enfant il a bien compris, qu'il a bien capté que c'était pas du tout son émotion, soit si tu sens que c'est déjà un enfant qui a du mal à exprimer ses émotions, qui peut, tu vois, si les parents te disent ah c'est un bébé parfait, on le posait, il disait rien, bah, peut-être que c'est une enfant qui du coup n'ose pas exprimer ses émotions. Oui, c'est une enfant où il m'a fallu 40 minutes pour qu'elle me regarde et qu'elle m'adresse la parole. Donc, c'est très... voilà, c'est intéressant. Quand c'est comme ça, je peux dire à l'enfant, vois, t'es pas obligé de me regarder. Moi, ce que je veux, c'est que tu m'écoutes. Mais vraiment, tu peux vraiment l'autoriser à pas regarder dans les yeux, c'est important. Tu as des parents qui vont vraiment dire, regarde la dame, regarde dans les yeux, dis-lui bonjour et tout. Et moi, je dis, stop. En fait, on se connaît pas, elle sait pas ce qu'on va faire. Donc, en fait, l'enfant, il a le droit de pas me dire bonjour, il a le droit de pas me regarder. S'il se bouche les oreilles, je vais lui dire, ok, je vois bien que là, ce que je suis en train de te dire, ça te fait pas plaisir. C'est ok, mais je vais quand même continuer à te raconter ce que j'ai à te raconter. Mais je vois bien que là, ça te dérange. Et souvent, en séance, je vais mimer ce que l'enfant il est en train de faire. En tout cas, c'est important. D'accord. Ouais. Voilà, en l'occurrence, elle vient avec son doudou, donc je parle à son doudou. Elle est d'accord que je parle à son doudou. Je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée de me regarder ou de parler, mais de juste faire signe de la tête. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais parler à son doudou. Puis ça, c'était OK. Et du coup, elle m'a regardée après. Donc voilà, je suis passée par Voilà. le doudou. Puis des fois, ils vous calculent pas, les enfants, et puis à la fin, ils s'approchent de vous et ils vous font un gros câlin, quoi. Mhm. Il y a des trucs vraiment magiques. Ça me fait penser à la semaine dernière, j'étais à Limoges, et en fait, il y a une famille qui est venue, enfin une maman qui est venue avec son fils, qui avait 8 mois. Et je commence à lui raconter des histoires et je finis par poser les objets. Donc il avait trois frères et sœurs. Et j'ai posé les parents et lui dormait dans la chambre. Donc ça faisait comme s'il y avait les trois frères et sœurs d'un côté et lui avec sa mère et son père. Et je lui dis, mais tu sais, toi, tu es un enfant en fait. Toi, là, pour le moment, tu dors avec papa et maman, mais au bout d'un moment, tu vas rejoindre tes frères et sœurs. Et il s'est arrêté. Il a fait une grosse prise de conscience. Il m'a regardé. Il a re-regardé les objets. Et c'était juste puissant. Et il avait juste 8 mois. Donc je sais pas, les seules qui étaient présentes à Limoges, si vous avez besoin de faire un retour par rapport à cette séance. Parce que moi, j'étais là, mais en fait, il y avait d'autres personnes qui étaient témoins de ce beau truc. Je sais pas si Tatiana, si Béatrice. Alors oui, en fait, le bruit que le bébé a fait de soulagement, c'était vraiment une révélation pour lui. On a vu vraiment sa réaction physique et émotionnelle changer. C'était impressionnant et vraiment super chouette, quoi.
Je crois que, voilà, toutes les 8, on a été, waouh, ce petit bout qui réagit comme ça, à ce moment-là, vraiment, c'était impressionnant, quoi. On s'est dit, là, il a tout compris. Et oui, il avait que 8 mois, c'était un bébé Blédina, quoi, tellement il était beau. Oh. Donc moi, ça fait 15 ans que je fais ça et à chaque fois, je suis surprise de voir la réaction des enfants. Ils comprennent, même tout petits, quoi. Donc, je sais pas, vous, est-ce qu'il y a des réactions qui vous bluffent ou des attitudes qui sont particulières quand vous expliquez des choses? Est-ce que vous avez pris conscience qu'en fait, les enfants, ils captaient ou il y a des réactions particulières? Je suis curieuse de ça. Oui, Virginie. J'avais une petite fille, ses parents étaient venus tous les deux pour m'expliquer que pendant la grossesse, il y avait eu le suicide d'un proche. Et quand je lui ai parlé de tout ça, en fait, elle s'est mise à pleurer tout de suite. Et c'était flagrant, même les parents se sont dit, bon, bah là, elle a bien compris. Et puis, bah, pareil, donc je lui ai expliqué que les émotions allaient passer, je lui ai donné un doudou, enfin voilà, j'ai pris en compte tout ça. Et voilà, j'étais surprise aussi. Je me suis dit que j'étais sur le bon chemin quand même, parce que des fois, on doute quand même de ce qu'on de ce qu'on peut faire, ou enfin, on se demande si ce qu'on dit, ça a un impact vraiment. Mais là, c'était flagrant. J'étais contente. Merci, Virginie. Moi, j'ai Stéphane? une autre, j'en Coucou, ai une autre Cécile. histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon, Lisandro, de 4 ans, qui a vécu la violence conjugale pendant la grossesse. Et j'ai posé les peluches de la maman, les peluches du papa et Lisandro dans le ventre de sa maman. Et j'ai posé la peluche de la colère au-dessus de la tête du papa. Et là, il s'est arrêté, il a regardé les peluches et je lui ai dit, tu vois, la colère, elle n'est pas au-dessus de la tête de maman, elle n'est pas à Alessandro, elle est à papa. Et là, le petit garçon de 4 ans, il a pris la peluche au-dessus de la tête de son papa et il est allé la mettre à l'autre bout de la pièce. Et ça, j'ai trouvé juste fantastique, incroyable. Et à la fin de la séance, moi, je leur fais ranger les peluches. Et en même temps, certains, ils nomment, ben, ça c'est maman, ça c'est papa. En fait, ils renomment un peu les choses, je trouve ça sympa. Et à la fin de la séance, il a pris la peluche de la colère, il lui a fait un bisou et il l'a mis dans mon sac. Moi, Oh. j'ai trouvé ça fabuleux, quoi. J'ai dit, bon, ok, il y a des choses qui sont passées, c'est chouette, quoi. Voilà. Merci, Cécile. C'est une excellente idée qu'ils le remettent dans la boîte avec ce à quoi ça correspond. C'est génial. C'est une très bonne idée. Merci, Cécile. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager? Moi, je viens parler d'une séance avec un petit loup qui avait 17 mois. Et sa maman raconte, donc il a une grande sœur, et elle commence à me raconter que ils ont eu un parcours un peu compliqué, mais la maman est vraiment, je la sens complètement neutre par rapport à tout ce qu'elle me raconte. En tout cas, on est vraiment sur, bon, il n'y a pas d'émotion qui passe. Et à partir du moment où elle a commencé à me raconter que elle avait fait 2 IMG avant d'avoir la grande sœur, et une fois qu'elle a eu la grande sœur, elle a eu 2 fausses couches tous, mais tout le long, et donc ça a été assez long quand même de parler de tout ça, il a pleuré, il tirait sur le manteau pour partir, enfin il lui montrait tous les signes de maman, on se casse, viens, on s'en va, et il pleurait, enfin, il a passé son temps à extérioriser tout ça, quoi. Et je sentais vraiment que c'était le petit qui lâchait l'émotion pour la mère, quoi. Donc ça, c'était assez impressionnant. Merci, Sarah. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent témoigner sur la réaction des enfants en séance? Oui, Myriam. Ouais, moi j'ai eu une réaction, mais j'ai travaillé avec un couple qui a tombé un enfant en fait. Donc c'est le bébé dans le ventre qui a réagi. Donc elle avait des douleurs, le bébé lui faisait mal en fait dans le dos. Et puis du coup j'ai été un petit peu creusée de ce qui se passait. C'était une grossesse tout à fait, enfin en guillemets normale, enfin on va dire, voilà naturelle on va dire. Et j'ai été creusée un petit peu au niveau des émotions. De ce qui se passait dans le moment présent. Et puis effectivement, ils ont évoqué certaines difficultés d'ordre
privées, enfin personnelles dans leur couple. Et puis je les ai invités en fait à les exprimer à leur bébé en leur disant que lui il était pour rien et puis que c'était voilà, c'était des histoires d'adultes et que voilà, il l'aimait très fort. Et en fait, une fois qu'ils l'ont eu fait, elle a plus de douleur. Waouh. Merci Mireille. Ce qui est dur, c'est de pas avoir de retour des parents, quoi. On ne sait pas si ce qu'on a fait, ça a marché ou pas marché. Ça, c'est très frustrant. Là, ça a marché en tout cas. C'était instantané, hein. On l'a fait ensemble, hein. Je l'ai fait, je les ai bien sûr accompagnés. Ils étaient d'accord pour ça. Ils étaient surpris parce qu'ils venaient pas pour ça, mais en l'occurrence, voilà. C'était chouette. Génial. Merci Mireille. Du coup, ça me fait penser à ça. J'ai Laurie qui m'a demandé si on pouvait en séance avoir des femmes qui présentent des difficultés à avoir des enfants. Ça dépend de leur parcours. Moi, une fois, j'ai eu un couple qui voulait avoir des enfants, mais parce qu'il y avait eu une IMG avant. Et du coup, on a fait tout le protocole jusqu'à l'IMG, histoire de libérer les émotions qui étaient en lien avec la grossesse d'avant. S'il n'y a pas eu de grossesse avant, je pense que c'est peut-être pas judicieux de faire raconter mon histoire et de faire le protocole parce qu'il n'y a pas de notion d'enfant avant l'enfant qu'ils ont envie d'avoir. Je ne sais pas si je suis claire. Non. Virginie, tu peux me dire en quoi c'est pas clair? Alors, c'est bien justement que tu abordes la question parce que j'ai eu une dame ce week-end qui m'a demandé si on pouvait faire cette méthode-là pour elle qui était enfin, qui était dans un parcours PMA. Et moi, je pensais que oui, justement. Et après, je me suis dit, mais en fait, comment je vais faire? Donc là, toi, ce que tu dis, c'est qu'en fait, on ne peut pas raconter l'histoire quand même du papa et de la maman qui cherchent à avoir un enfant, qui ne veut pas venir quelque part. Enfin, Après, tu peux utiliser des peluches et poser papa, maman, le médecin, le parcours PMA et tout ça. Du coup, ce sera une raconte-moi mon histoire un peu déviée parce que, ouais. tu vois. Mais Vaut en mieux faire une séance, séance de kinésiologie. Enfin, par exemple. Ouais, d'accord. Après, si tu as le couple qui vient, bah moi, si c'est un couple, tu vois, je vais poser des peluches et je vais dire, OK, c'est quoi les émotions, comment elle se sent, enfin, ce serait quoi l'avantage à ne pas avoir d'enfant pour monsieur, ça serait quoi d'avoir l'avantage de ne pas avoir d'enfant pour vous, madame, et tout ça, quoi, tu vois. D'accord. D'accord, merci. Ouais, je vais faire raconte-moi mon histoire si s'il y a eu des choses à libérer avant, quoi, les fausses couches, les IMG, tout ça, et là, je vais vraiment poser les peluches et refaire chaque étape, quoi. Très bien. Est-ce que c'est bon pour vous? Je suis là pour répondre à vos questions pendant encore 1 heure, donc ça peut être des questions par rapport à la formation, ça peut être des questions par rapport à vos séances, ça peut être des retours de séances. Tout est possible. Je suis là. Du coup, Audrey, moi j'ai une question. Comment tu fais pour faire une séance Raconte-moi mon histoire avec une femme enceinte? Il Euh, faut qu'elle ait une problématique. Si une femme enceinte, elle vient en séance, c'est qu'elle se dit, ah, il s'est passé des choses en début de grossesse ou avant que le bébé arrive, et là, je pose les peluches. Et je vais vraiment poser les peluches au sol et je vais m'adresser au bébé qui est dans le ventre. Ok, Tu vois, elle va pas juste venir comme ça. Elle va venir parce qu'elle a conscience qu'elle doit commencer à parler à son bébé et elle sait pas comment faire. ok, ça marche. Merci. Et du coup, au niveau du protocole, on va s'arrêter. Par exemple, si elle a 5 mois de grossesse, on va s'arrêter au 5e mois de grossesse. Et si vous sentez qu'elle a peur d'accoucher, qu'elle a peur de plein de choses, ben, vous continuez l'histoire en disant comment vous avez envie que se passe le dernier trimestre, comment idéalement vous auriez envie que l'accouchement se passe et tout ça. Et là, toujours avec les peluches, vous pouvez continuer l'histoire, quoi. Pour libérer les émotions ou quitte à le faire en visualisation. Tu peux inviter la personne à fermer les yeux et lui dire, OK, comment vous voyez la fin de grossesse, comment vous aimeriez que ça se passe, comment vous aimeriez accoucher, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à ce bébé? Je suis claire pour les autres? Oui. Une fois, j'avais une femme qui était venue, elle avait très peur d'accoucher, et en fait, on a fait la séance et on est allé parler au bébé en lui disant, ben voilà, il va y avoir, quand tu vas être prête, il va y avoir des contractions, tu vas sentir les pressions sur ton corps, c'est normal, c'est ce qui va t'aider à sortir. Après, tu vas voir, ça va te serrer au niveau de la tête, et puis après, au niveau du corps, tout va bien. Ça va pas durer longtemps, au bout d'un moment, et en fait, on lui a expliqué ce qu'allait être la naissance. Du coup, l'enfant, il a déjà conscience de ce qui va se passer. Il faut vraiment revenir au bébé qui est dans le ventre. Il ne sait pas ce qui va se passer. Il sent les contractions. Il sait qu'il est complètement serré et que ça lui comprime de partout. Il sait pas ce qui va se passer, donc c'est important de le rassurer. Et à la suite de ça,
En fait, la femme qui a accouché, en fait, elle m'a dit, mais en fait, ça s'est passé comme on l'avait visualisé et comment on l'avait dit en séance. Elle a vraiment senti qu'il y avait une collaboration mère-enfant. Est-ce que ça va ce que je vous dis? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je veux bien faire un petit retour de séance avec une question, du coup. Donc, moi, je suis kinésiologue à la base. J'ai reçu enfin, un couple avec leur petite fille pour des difficultés de sommeil. Donc, elle me disait que voilà, la petite fille, elle se réveillait, elle allait dans le lit de papa, maman, et puis elle se rendormait avec eux. En fait, donc moi, j'ai commencé la séance enfin, avec l'accord des parents, bien sûr, avec un petit peu de kinésiologie sur la maman. Donc, j'ai trouvé beaucoup de peur, etc. Donc, je savais qu'elle avait de la peur. Et après, quand j'ai passé toutes les questions, ben non, tout s'était hyper bien passé. Enfin, voilà, elle n'arrivait pas du tout enfin, à toutes les questions. Elle disait non, non, je ne suis pas du tout concernée par ça. Enfin, voilà. Donc, bon, moi, je sentais que c'était pas ça, mais impossible de lui faire dire quoi que ce soit. La seule chose, c'est qu'au début, elle avait eu un petit peu de mal à tomber enceinte. Et puis, ben, un peu de douleur pendant l'accouchement, mais c'est tout. Elle n'a rien laissé passer de plus. Donc, bon, j'ai quand même fait la séance comme ça, en insistant un petit peu, mais vraiment, je suis rien arrivée à en sortir. Et du coup, elle m'a appelée une semaine après en me disant, ah bah, c'est pire, ma fille, elle dort plus du tout, elle se réveille en hurlant, on fait des nuits de 3 heures. Enfin, voilà, un gros effet rebond, mais moi, ça ne m'étonnait pas du tout. Du coup, je voulais avoir ton avis. Moi, je pense que voilà, on a effleuré des choses, qu'on n'est pas allé au fond du sujet et que je pense que l'enfant a ressenti plein de non-dits. Donc, un mois après, je l'ai revu. On a refait une séance où il n'y avait que elle et sa fille. Il n'y avait pas de papa. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de ça ou parce que la maman a pris conscience que pendant la première séance, elle ne s'est pas lâchée comme elle aurait dû. Mais là, ben, tout est sorti, diabète gestationnel, grosse peur de perdre son enfant, peur de la morsure du nourrisson, enfin ouais, des peurs à tous les étages, quoi. Du coup, voilà, je voulais avoir ton retour. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ce genre de situation? Et quand tu sens que les parents ou la maman est fermée, qu'elle te dit tout va bien, tout est beau, tout est rose, est-ce que tu arrives quand même bah, à leur faire sortir quelque chose, en fait? Parce que là, je ne sais pas, enfin, en séance de kinésiologie, c'est beaucoup plus facile pour moi. Là, je me suis trouvée un petit peu démunie, en fait. Je ne savais plus comment lui dire, mais je vois bien qu'il y a quelque chose derrière, en fait. Voilà. Quand c'est comme ça, je panique. Non, je rigole. Ouais, Mais je suis là, ah, mais elle veut rien dire, cette maman, c'est quand même pas possible. Donc, je continue les séances, enfin, je continue la méthode, et du coup, ça va vite. Et après, j'utilise le test musculaire, et je vais poser à quel moment je dois revenir au moment de la grossesse. Ok, 5 mois. Il s'est passé quoi, 5 mois de grossesse? Ah non, non, non. Ou sinon, je vais chercher des mots du baromètre ou des choses comme ça. Mais, ouais, c'est vrai. J'ai pas osé, du coup, enfin, à part au début, mais après, j'ai pas osé revenir sur la kinésio parce qu'elle venait vraiment pour raconter-moi mon histoire. mais là, tu as tout bien fait, tu vois. Elle-même, elle a cheminé, elle s'est rendue compte qu'au final, elle avait rien dit, elle est revenue, elle a tout raconté. Donc des fois, c'est juste que les parents, ils sont pas prêts, ils Hmm. bloquent, ils ont besoin de maturer. Et c'est génial qu'effectivement, il y a eu un effet rebond qui est complètement normal parce que la petite fille, elle manifestait juste genre, ah, tu m'emmenes en séance, mais t'as rien dit, maman, donc Ouais. Hmm. bouge-toi le cul. Ouais, oui, bah, ça me rassure parce que c'est bien ce que j'avais en tête. Et du coup, j'en profite pour te demander si toi, dans des séances normales, on va dire, est-ce que tu as beaucoup d'effets rebonds ou pas spécialement du coup? Si, si, j'en ai, mais comme en kinésio ou autre, on me dira, mais en fait, mon enfant, c'est pire, ça dort pas et tout ça. Donc si ça se passe comme ça, c'est qu'on a parlé d'un sujet qui est pas très OK, où du coup, il y a besoin de libérer les émotions. Donc, je vais demander aux parents, est-ce qu'à la suite de la séance, vous avez bien répété les phrases qu'on a vues en fin de séance? Ah ben Mm. non, bah ça faisait partie du contrat. Donc, je vais réinviter les parents à redire les phrases. Je vais leur demander, est-ce que la séance, en fait, c'est venu réveiller des choses chez vous? Et je peux du coup prendre en rendez-vous en séance soit le papa, soit la maman. Mais en tout D'accord. cas, je rassure les parents en disant que c'est normal. L'inconscient préfère quelque chose qu'il connaît mais qui est inconfortable. Mm. C'est, il n'est pas encore prêt, c'est-à-dire qu'il va revenir dans des choses encore plus dures parce qu'il a besoin de retourner dans quelque chose qu'il connaît, qui est inconfortable. Donc c'est important d'expliquer ça aux parents. On est bien dans ce qu'on connaît mais c'est inconfortable. On va faire une séance, on va aller un peu dans de l'inconnu qui est confortable. Ça fait trop de chamboulements et je retourne dans ce que je connais. Et puis il peut aussi y avoir des avantages cachés dans cette situation. Tu vois, en fait, ça n'arrange peut-être pas le bébé en fait de faire ses nuits.
Peut-être que ça n'arrange pas la maman et ou le papa que l'enfant fasse ses nuits, parce que du coup, mon bébé, je l'ai plus contre moi, je passe plus de temps avec lui, il me fait plus de câlins, etc. Donc ça peut être intéressant de se dire, OK, il y a pas eu des... Est-ce qu'il n'y aurait pas des avantages? Est-ce que la situation, elle continue? Ah oui, parce qu'en fait... Non, 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 non. Ouais. Est-ce que Ok, ça répond à merci. ta question, Adrina? Ouais. Andrina, oui, très bien. Adrina, pardon. Non, pas de problème. Merci beaucoup, Audrey. Mais du coup, Audrey, on peut rien faire. Alors, si la maman finalement finit par avouer que la nuit, finalement, c'est des moments câlins qu'elle aime bien, nous, on peut rien faire de plus. Là, on a fait le max, en fait. Exactement, donc c'est important de lui dire, OK, bah, il faut juste en conscience se dire, bah, en ce moment, bah, ça me rassure que ma fille se réveille parce que... Mais du coup, elle a conscience de ça. Et puis tu peux lui dire, bah, peut-être qu'il serait intéressant d'aller consulter un thérapeute ou une thérapeute pour aller voir vos peurs ou peut-être vous demander comment vous pouvez satisfaire vos besoins autres que par le biais de votre enfant, quoi. Ok. Je peux rebondir aussi. Oui, Sarah? Parce que moi, c'est pas que c'est pire, c'est que ça marche du jour au lendemain, mais ça tient que 2, 3 jours. Puis après, ça revient comme c'était en fait avant la séance. Bah, c'est exactement ça, tu vois, c'est que on passe du connu à l'inconnu, etc. Et petit à petit, l'inconscient a besoin d'aller vers ce qu'il ne connaît pas, mais ça peut prendre du temps. Ok. Donc, continuer à répéter les phrases. Compléter à répéter les phrases, peut-être faire une séance pour se dire, ah ben en fait, il y a peut-être d'autres choses qui n'ont pas été vues pendant la séance, donc ça peut être intéressant d'aller chercher. Ça peut être intéressant d'aller voir du côté des parents, tu vois, de faire des séances chez eux. Ouais. Moi, je suis pas kiné, donc ça marche pas. Ça peut être bien d'avoir dans votre sac à main, là, dans votre boîte à outils, un kiné, un ostéo, un réflexologue, un psy, des choses comme ça, sur quelqu'un qui est kinésio, qui fait des réflexes archaïques et tout ça, pour que vous puissiez rediriger, quoi. La Ouais. méthode Raconte-moi mon histoire, c'est un outil parmi tant d'autres. Mhm. C'est pas le truc miracle et c'est bien d'être entouré, quoi. Ouais, ça marche. Après, ce Merci. que tu peux dire aux parents, Sarah, c'est de se dire, OK, bah, si ça a fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été mises en place. Oui, ben, je leur ai dit qu'aussi c'était plus facile justement de vivre dans l'inconfort, mais qu'on connaît, Hmm. que le confort qu'on connaît pas. Mais je savais pas si c'était normal ou pas. Enfin, normal, entre guillemets. Si, carrément, tu sais, c'est comme les gens, ils arrêtent de fumer un mois, puis ils reprennent, parce qu'en fait, il y a plein d'avantages cachés ou autres à continuer de fumer, quoi. Faut Bien juste dire aux évidemment. parents, c'est normal. C'est Ouais. normal, et vous expliquer le côté connu, inconnu et tout ça, quoi. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Oui, Julie, dis-moi. Il n'y a pas le micro. Il faut que tu désactives ton micro. Moi, j'ai eu une petite fille qui venait très anxieuse, peur de vomir et tout ça. Donc, j'explique à la maman que je suis formée à Raconte-moi mon histoire. Elle me dit qu'elle veut bien la kinésiologie aussi. Et le test m'amène à Raconte-moi mon histoire. Donc, rien de particulier. Une grossesse qui s'est très bien déroulée. Ok. Je parle quand même de la peur de vomir aussi à cette petite fille. Enfin bref, je lui raconte avec les peluches. Et arrivé à la fin, pratiquement tout le long, c'est la maman qui a pleuré. La petite fille, elle allait très bien et elle dit, bah maman, pourquoi tu pleures? Tu pleures encore. Et donc du coup, je lui dis à la maman qu'il serait peut-être bien qu'elle s'occupe de ses émotions et qu'elle prenne rendez-vous, qu'elle consulte, soit avec moi ou quelqu'un d'autre en fait. Et du coup, la petite fille a bien compris que les adultes s'occupaient de leurs émotions. Donc, je l'ai quand même remerciée d'avoir amené sa maman jusque-là, parce elle allait vraiment très bien. Et en fait, c'est vraiment à la fin où j'ai dû rater une question, je pense, ou pas avoir fait comme il fallait, parce que la maman me mime. Il s'est passé des trucs au deuxième trimestre. Et donc, je me suis dit, OK. Donc, je sais pas si j'ai pas bien posé les questions en mode entonnoir ou avoir la question cible, quoi. En fait, tu as les questions du protocole, et en fait, par exemple, au premier trimestre, enfin, par exemple, avant les 9 mois avant la conception, ou même avant, tu peux demander, OK, est-ce qu'il y a eu un choc émotionnel qui serait important de nommer avant les 9 mois avant la conception? OK, on est dans le premier trimestre, tu fais les questions du premier trimestre. OK, est-ce que dans le premier trimestre, il y a eu un choc émotionnel? Dernièrement, j'ai eu une défenestration. C'est pas dans le protocole, mais il a quand même fallu que j'explique la défenestration à un enfant de 2 ans.
Ouais, c'est hyper compliqué parce que la maman, c'est une grossesse de rêve. Alors, on est quand même revenu sur tout l'avant, hein. Elle a quand même mis très longtemps à avoir sa fille, endométriose. Et du coup, elle faisait des démarches d'adoption et elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Donc, il y a quand même ce côté, elle m'a dit, on était vraiment enfin, hyper contents. C'était vraiment une très grande joie pour nous. Elle me dit, j'ai pas du tout été malade. Enfin, j'ai vraiment eu une grossesse, enfin, rêvée, quoi, pris très peu de kilos ou jusqu'à la veille d'accoucher, je pouvais presque courir. Enfin, et je me suis dit, mais ça pourrait être aussi un événement qui serait passé. Enfin, et elle voyait pas, quoi. Et je me dis, putain, et c'est à la fin, au moment où je la libère, qu'elle me dit, il s'est passé des trucs. Ouais, Donc, t'as rien loupé, Julie, tout va bien. C'est juste que la personne, elle est en train de décanter, de machiner. Des fois, hop, ça pop-up et ça monte au cerveau, quoi. ouais, c'est un petit peu frustrant quand même parce que j'avais vraiment l'impression qu'en fait, c'est la petite fille qui amenait sa mère, quoi. Le prétexte, ouais, ok, si tu veux, j'ai la peur de vomir. J'ai vu un copain vomir au périscolaire et en fait, la petite fille, ça avait l'air d'aller. En fait, elle a très bien su m'expliquer. Et la maman qui pleurait limite toutes les 10 minutes, quoi. Et je me suis dit, je suis passée à côté de quelque chose, Déjà, forcément, quoi. déjà, derrière la peur de vomir, c'est la peur de mourir. Donc, déjà, en début de séance, si la personne, elle vient pour un problème de j'ai peur de vomir, bien expliquer aux parents, en fait, derrière la peur de vomir, il peut y avoir la peur de mourir, il peut y avoir la honte de vomir, il peut y avoir tout ça. Donc, si la mère, elle pleure, c'est important de lui dire, OK, c'est comment pour vous le vomir, quoi? Est-ce que vous avez vomi quand vous étiez petite? Est-ce qu'on s'est moqué de vous parce que vous avez vomi? Enfin, tu vois, tu peux aussi lui poser des questions à elle sur la notion de vomissement, quoi. Alors, au tout début, je lui ai dit quand même que bien souvent, les enfants venaient appuyer là où nous, on a besoin en tant que parents ben, d'aller guérir une blessure, en fait. Donc, elle était OK avec ça. Malgré tout, je sais pas, j'ai ce petit côté là qui me dit qu'il manquait quelque chose. Ah, est-ce que ce serait pas ton côté perfectionniste qui vient se pointer, Julie? Peut-être. Peut-être. Tout va bien. Tout est juste pendant la séance et des fois ça émerge, des fois ça émerge pas, des fois ça émerge 3 semaines plus tard où il vous appelle en disant: «Ah mais j'ai oublié de vous parler de ça». Ouais, Si toi, dans les 50% de la relation, tu as donné 100%, sois contente de toi, quoi. ok. C'est un peu directif comme truc, mais dans une séance, on est responsable de la moitié de la relation. Donc qu'est-ce que moi j'ai donné dans les 50% et qu'est-ce que les parents font dans les 50 autres pourcents? Et des fois, ils font 1%, 2% et ça, c'est leur responsabilité, quoi. Ça marche, Julie? Une fois, j'ai un enfant qui est venu comme ça parce qu'il avait peur de vomir et tout ça. Et en fait, c'était surtout par rapport à la mère. On fait la séance. Et le lendemain, elle m'appelle, elle me fait: «Ah, Audrey, en fait, le lendemain, mon fils, il est venu vomir sur mon lit». Voilà. Bon, bah, la séance, elle avait fonctionné. L'enfant avait somatisé la peur de la mère, quoi. Euh, Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres retours de séance ou autres? Moi, je veux Oui, bien Mireille. prendre la parole. Je voulais savoir quand tu dis à la personne à la fin de la séance, vous me tenez au courant, puis on revoit dans 3 semaines, un mois. Est-ce que c'est pour une séance de kinésio ou une autre séance de racontement de mon histoire? Ça dépend. Ça dépend. Comment je peux te dire ça? Euh, Ça va dépendre avec quoi ils arrivent, tu vois. Si quand ils reviennent, je vais leur dire, OK, est-ce que depuis la première séance, il s'est passé des chocs émotionnels ou est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses qu'on n'a pas pu exprimer pendant la première séance? Et là, je peux recontinuer à faire raconte-moi mon histoire ou en tout cas à utiliser des peluches pour bien expliquer ce avec quoi les parents viennent en séance. Soit je peux partir sur la kinésiologie. Ok, parce que j'ai regardé le replay de la petite de 5 mois, et c'est vrai que c'est ce que tu lui dis à la fin, et je me suis dit, mais comme toute l'histoire avait été faite et que la séance semblait complète, je me suis dit, mais est-ce qu'après on peut refaire certaines parties peut-être de l'histoire si, je sais pas, il y a une problématique qui reste, ou... Donc Ouais. c'était ma question, de savoir si tu refaisais ou pas.
Je refais pas le protocole en entier, mais je vais demander, OK, est-ce que vous avez oublié de me dire des choses? Et là, je vais réutiliser des peluches sur ce qu'ils sont en train de m'expliquer. Je peux leur demander, est-ce que depuis la séance, il s'est passé d'autres chocs émotionnels? Et là, même chose, je vais expliquer avec les peluches. Et là, je vais vraiment prendre le temps. Soit je pars sur de la kinésiologie. Et dans la séance de Lou, donc Lou, c'est une étude de cas qui est filmée, qui vient pour de l'encoprésie. On a fait une séance du coup de Raconte-moi mon histoire. Elles sont revenues toutes les deux. Et au final, on s'est rendu compte que c'était une séance pour la maman. Je suis partie directement en 3 en 1 pour ceux qui sont kinésiologues. Et en fait, la séance, elle était clairement pour la maman, quoi. Tu vois? Et elle m'a rappelé en me disant, Audrey, en fait, Lou, elle fait caca partout et tout le temps, quoi. Donc en gros, on avait fait une séance de Raconte-moi mon histoire et on avait fait plus ou moins une séance de kinésiologie chez la maman. Ok. Merci. Avec plaisir, Ludivine. Mireille, tu voulais me dire? Oui, j'ai une question. J'ai eu contact avec une maman qui a une petite fille de 8 ans et qui a des tocs. Elle cligne très fort des yeux. Alors, quand il y a du stress, et en discutant avec la maman déjà au téléphone, on a parlé effectivement, il y a des choses au niveau de la conception de sa petite fille, de la grossesse et tout ça. Et puis, bah, je lui ai effectivement dit qu'il y avait un lien. Puis elle me dit, mais en fait, elle lui a déjà tout raconté, en fait. Enfin, elle me dit, mais elle sait tout, on lui a tout dit. Donc, mais les tocs, ils sont quand même là. Et du coup, comment faire? Yes. Derrière les tocs et les tics, mais ça, du coup, en fait, à chaque fois que quelqu'un vient avec une problématique, c'est important dès le départ de dire, OK, il y a la peur de vomir, derrière, il y a la peur de mourir. Et du coup, pendant toute la séance, on va voir ce qui est en lien avec la peur de mourir. Il y a des troubles du sommeil, qu'est-ce qui est en lien avec la peur de mourir, etc. Dans les tocs et les tics, on est aussi dans la peur de mourir. Le fait de cligner tout le temps des yeux, c'est une manière de se dire, comme je bouge, je suis vivant. Donc oui, c'est bien, peut-être que les parents, ils ont raconté l'histoire, mais là, du coup, pendant la séance, ça va être hyper important d'aller chercher tout ce qui peut être en lien avec la peur de mourir. Et du coup, d'aller chercher les pensées limitantes, les conséquences et tout ça. Ok, bon, alors là, je suis pas assez en avance dans la formation pour ça, quoi. Mais voilà. Parce que soit il a peur de mourir, et du coup, il cligne, il fait des tocs, il a des choses comme ça, parce que du coup, il veut prouver à son inconscient qu'il est vivant. Soit en bougeant tout le temps avec ces trucs-là, il veut prouver à ses parents qu'il est bien vivant. Mhm. Bon, en l'occurrence, c'était une petite fille. Il voulait pas d'enfant, en fait. Elle est arrivée comme par hasard. Elle est arrivée, voilà. Et après, elle a tout fait pour qu'elle parte naturellement. Elle est restée. Du coup, bah voilà, elle s'est accrochée. Ils l'ont gardée. Et ils ont eu un deuxième enfant après voulu. Mais du coup, et la maman, en fait, elle a vécu aussi un drame, mais bien avant de connaître son conjoint de maintenant. C'était l'homme de sa vie, en fait, elle l'a perdu, et elle le dit encore, et elle en a parlé à ses enfants. Enfin, c'est un peu. Il est encore très présent, en fait, cet homme, alors qu'il est plus là. Alors, donc voilà, je pense qu'effectivement, oui, il y a de toute façon un lien avec de la mort, mais pas que chez la petite, aussi chez la maman. Les chocs émotionnels, même au-delà des 9 mois, on les pose, hein. Donc là, tu poses la mère, tu lui dis, bah, avant qu'elle rencontre papa, elle a rencontré un monsieur. Ce monsieur, il est décédé. Hop, tu le montes au pays des morts. Ok, il y aurait besoin de dire quoi à ce monsieur? C'est quoi les émotions par rapport au décès? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils vous disent? Et tu vas inviter à faire un travail au niveau du deuil, tu vois. C'est, bah, est-ce que ce serait possible de lui écrire une lettre? Quelle est la lettre que vous aimeriez recevoir de lui? Mais là, il y a besoin déjà de libérer toutes les émotions par rapport à cet homme qui est décédé, quoi. Ouais. Oui, alors là, j'ai eu la maman parce que moi, je suis thérapeute. Je travaille dans une technique qui s'appelle l'orthobionomie où on travaille en mobilisation, mais aussi en énergétique avec les émotions. Et du coup, j'ai eu la maman après. Je lui ai dit, mais en plus, clairement, il était là pendant la séance, on va dire ça comme ça, voilà. Et je lui ai dit, ce serait bien que vous lui écriviez une lettre, quoi. Alors, la maman a pleuré. Je me réjouis de voir le retour. Je pense que ça va influencer effectivement toute la suite, quoi. Mais ouais. Mais en séance, ça t'arrive, tu poses les objets, quoi. L'enfant, Ouais. il a besoin de comprendre, en fait, il a besoin de comprendre l'histoire au-delà de sa propre histoire à lui, tu vois. Mm. Mhm. Quand il y a des gros chocs émotionnels, je commence direct la séance par ça et je vais poser les éléments et on va bien libérer les émotions, quoi. D'accord, ouais, ok. Merci. Avec plaisir. Et là, s'ils ont voulu se séparer, tu vois, il y a une notion d'IVG, donc le monde extérieur est un danger. Donc ça peut être des enfants qui vont tout le temps vérifier si les volets sont bien fermés, si les portes sont bien fermées. Donc il peut y avoir des tocs par rapport à tout ça. Parce qu'à un moment donné, le monde extérieur a voulu me tuer.
Alors, le premier toc qu'elle avait, c'était elle se rongeait les ongles, en fait. Et puis, la maman lui a montré une image de ce qu'il y avait sous les ongles. Du coup, elle a arrêté. Et après, c'est parti en clignement, en fait. Et vraiment, quand il y a des gros stress. Donc, une première séance que j'ai eue où j'ai travaillé un peu avec ce que j'avais de raconte-moi mon histoire, puisque je suis au début, puis mes connaissances à moi, les tocs, ils ont disparu. Et ils sont revenus, et là, moi, je suis allée creuser pourquoi ils sont revenus. Et là, j'ai trouvé effectivement, c'était la peur de perdre. Voilà, elle était avec sa copine et la petite sœur de sa copine, et tout d'un coup, ils l'ont plus vue. Et puis là, je lui ai demandé je lui ai dit, mais voilà, là, t'as eu peur de quoi? Et je l'ai aidée par rapport aux mots. Je lui ai demandé si t'as eu peur qu'elle meure. Puis elle m'a dit non, c'est pas ça. En fait, elle a eu peur qu'elle disparaisse. C'était ça. Donc on a pu travailler là-dessus. Et ça va, c'est déjà mieux. Mais voilà, je suis pas encore assez loin pour aller plus loin avec elle. Mais voilà, ça suit son cours. C'est intéressant quand même. Avec Yes. un petit Merci. peu de choses, ouais. Vraiment garder en tête quand les parents viennent avec une problématique, il faut leur expliquer tout ce qu'il y a derrière cette problématique pour qu'ils comprennent mieux en fait les liens que vous allez faire pendant la séance, quoi. Géraldine, bonjour Audrey, j'ai une question concernant le cas concret de Charlie. Je ne comprends pas vraiment. Alors moi, les études de cas, je les ai créées il y a longtemps, donc si vous me dites juste le cas de Charlie, je comprends pas. Donc peut-être celles qui ont fait les études de cas dernièrement me donner un peu plus. Géraldine, c'est pas possible pour toi de me poser la question en vidéo plutôt qu'en chat. En chat, j'ai pas la fin de la question. Ah oui, je ne comprends vraiment pas ce que ça veut dire le décollement des membranes a compromis l'accouchement. En quoi l'accouchement est compromis? Je comprends pas la question, Géraldine, mais peut-être que dans le groupe, vous allez comprendre la question de Géraldine. Dans le décollement des membranes, on est vraiment on a déclenché l'accouchement en fait. Donc on enlève le choix à l'enfant de faire son propre choix. Mais l'étude de cas, je l'ai vraiment pas en tête, Géraldine, donc là, je peux pas t'en dire plus parce que je l'ai pas en tête. Est-ce que les autres, ça vous parle, le cas de Charlie dans l'étude de cas? Ouais, moi, je peux regarder, j'ai mes notes pas loin si tu veux. Charlie. Ah non, c'est plus les bonnes. Ah, crotte. Et non, j'ai plus mes notes. Mais je sais plus. Oui, j'ai le cas sous les yeux là. C'est juste marqué décollement des membranes, ce qui a compromis l'accouchement. Donc le cas, c'est Charlie, 13 mois, trouble du sommeil, se réveille toutes les heures, ne supporte pas d'être loin de sa maman. Et après, donc, oui. Des fois, en fait, comme la plateforme elle est américaine, des fois ça me transforme les mots parce que ça me dit rien d'avoir dit en quoi l'accouchement est compromis. Donc, ah oui, c'est ça, ça doit être en quoi l'accouchement a été déclenché. Compromis, c'est que voilà, la plateforme elle peut transformer des mots. Donc, je pense que c'est plutôt en quoi l'accouchement a été déclenché. Oh, j'en sais rien, je l'ai pas en tête. Je pense, bonsoir, je Bonsoir, pense Nadège. que ce qui est compromis, c'est l'accouchement naturel. Je crois que c'est ça le sens de la phrase. Moi, je l'ai compris comme ça en tout cas. Ça marche. C'est cool, merci Nadège. Mais quand vous voyez des phrases un peu bizarres ou des mots un peu bizarres, c'est pas moi qui défaille, c'est juste que la plateforme, des fois, elle me fait des petites surprises. C'est comme si vous signez la charte graphique, c'est marqué bon pour vos fiançailles. En fait, c'est bon pour accord, mais ça me l'a transformé en fiançailles. Et je suis incapable de modifier ce truc, je sais pas. Donc, je suis ravie quand je vois vos accords de marque bon pour fiançailles. Donc, je vous demande pas un mariage à chaque fois. Donc, vous ne signez pas tout ça. Ça marche, Géraldine. Sinon, tu m'enverras un mail et peut-être que je verrai un peu plus au clair. Voilà. Je l'ai sous les yeux, donc c'est l'étude de cas numéro 8. Charlie, 13 mois, trouble du sommeil, se réveille toutes les heures, ne supporte pas d'être loin de sa mère. Ça répond à la question. C'était ça que vous cherchiez ou pas? Non, Géraldine, elle est plus en mode je ne comprends pas vraiment ce que veut dire le décollement des membranes a compromis l'accouchement. Ouais, même moi, je comprends pas. Donc, je dirais en quoi ça a déclenché l'accouchement, peut-être. Ah, je ne sais pas. Bon. Faut que je me remette dedans. Céline, j'ai vu que tu avais levé la main pour poser une question, Céline Brel. Oui, oui,
en fait, une question par rapport au timing. Alors moi, j'ai pas fait énormément de séances encore parce que je viens juste de finir et voilà. Par contre, jusqu'à présent, les cas que j'ai eus, moi, je n'ai pas réussi du tout à aller au bout. Et même, je me posais la question si j'avais bien fait, mais j'ai fait comme je l'ai senti. La dernière fois, j'ai eu une petite fille qui est venue. Son papa, en fait, avait eu beaucoup, beaucoup de très gros traumatismes pendant son enfance. C'est-à-dire qu'il avait vu 3 personnes mourir sous ses yeux. Enfin, c'était 3 cas différents, hein. Il y avait vraiment des gros, gros trucs très lourds. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à expliquer tout ça à la petite. Et puis ensuite, on s'est rendu compte, en fait, la maman avait fait un IVG. Et on s'est rendu compte que le papy avait un cancer en ce moment et que l'autre papy avait aussi eu un cancer. Enfin, il y avait de la mort partout. Ce qui fait que j'ai passé une séance complète finalement sur la mort et que on n'a même pas eu le temps d'arriver à sa conception, quoi, cette petite. Mais en même temps, j'ai eu un retour de la famille me disant oh, c'était juste extraordinaire, c'est incroyable ce qui s'est passé depuis. La petite, elle est transformée, elle va à des anniversaires. Enfin, voilà, ils m'ont dit qu'il y avait eu vraiment des. Mais je leur ai dit, je pense que c'est pas fini et je sais qu'il y a d'autres choses parce que j'ai un peu discuté avec la maman en aparté. Et donc, je sais qu'il faudra vraiment faire un protocole complet. Mais j'ai pas réussi et je me suis dit, enfin, sur le coup, franchement, quand j'ai vu la mort partout arriver comme ça, je me suis dit, bah, vas-y, tant pis pour peut-être tant pis pour la chronologie et va au bout, quoi, de toutes ces morts là qui sont partout. Donc, tu vois, je savais pas. J'ai l'impression d'avoir que des gros cas. Je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi? J'ai des choses avec vraiment de la violence conjugale, des maladies terribles, souvent dans les familles, et j'arrive pas en une séance, quoi. Il me faut toujours au moins 2 séances. C'est normal, Céline. Enfin, je le dis peut-être pas assez en formation en ligne, mais en formation en présentiel, je suis là, on arrête au bout de 50 minutes. C'est déjà long. Au bout de 50 minutes, on va dire aux parents, écoutez, là, déjà pendant 50 minutes, on a déjà raconté tout ça. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va se revoir pour continuer la séance, parce que là, on a déjà libéré beaucoup de choses. Ça fait déjà 50 minutes qu'on parle, et tu leur donnes un rendez-vous rapidement dans la semaine ou dans les 15 jours pour continuer le protocole. Vous forcez pas à terminer. Des fois, il y a du lourd et on coupe les séances. On arrête de se dire que on fait tout en une fois et qu'on est Wonder Woman ou je sais même pas comment dire mec, mais Superman. Euh, on arrête déjà 1 heure de séance, c'est énorme. On libère déjà beaucoup de choses, surtout en lien avec la mort et tout ça. Et on s'autorise à faire plusieurs séances. J'y arrive pas. Et là, tu vois, j'ai une petite fille qui va venir là bientôt. Et j'ai déjà dit à la maman, écoutez, je vous préviens, une séance ne pourra pas, ce sera pas possible en une séance. Parce que là aussi, de la violence conjugale pendant la grossesse, de la violence conjugale après, un papa qui se pointe, qui fait 500 km, qui se pointe, qui menace tout le monde, des choses. Et je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi? Enfin bon, bref. Donc j'ai su direct, la maman, je dis non, mais une séance, ce sera pas possible, on se verra 2 ou 3 fois. Donc c'est OK, enfin. Ah mais en fait, moi, plein de fois, je me dis, on se revoit. En fait, faut. De toute façon, ils se rendent bien compte au bout d'1 heure qu'on n'a pas tout fait et qu'on a libéré déjà des choses. Ils ont conscience qu'en fait, c'est pas terminé. Des fois, tu vas chez l'ostéo et tu te rends compte qu'en fait, il va falloir une deuxième séance. Donc, faut juste être à l'aise en tant que thérapeute de se dire, je vais faire plusieurs séances. Oui. Et arrêter avec cette pensée limitante que parce que on a dit qu'on allait faire une séance, on va faire ça une fois. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. On coupe les séances. Sinon, ça fait des séances de 2 heures, 3 heures si vous voulez terminer. C'est fatigant. Les parents, ils repartent avec une tête comme ça, ils vont repartir avec la moitié des informations, tu vas t'épuiser. Donc au bout de 50 minutes, tu arrêtes, tu prends le temps de demander aux parents ce qu'ils ont compris de la séance et tu refixes un rendez-vous. Rapidement. Est-ce que ça répond à ta question, Céline? Oui, merci. Et souvent, quand on récupère toujours les mêmes styles de cas, ça peut être intéressant de se dire en quoi ça fait écho à ma vie, quoi. C'est pas toujours les mêmes styles de cas, mais c'est du lourd, hein. Parce que là, je vois pas du tout en quoi ça fait écho à ma vie, là, pour le coup. Mais c'est varié, mais c'est lourd. Mais après, ça peut être intéressant de se demander, est-ce que dans la vie, c'est normal que ce soit compliqué? Tu vois, est-ce que, enfin, la notion de dans ma vie, ça doit être compliqué, ou il doit y avoir.
Enfin, je sais pas ce qu'il y a derrière cette... Parce que là, comme Ouais. tu as des cas que trop compliqués, est-ce que tu as une pensée limitante que dans la vie, en fait, c'est pas facile? Ah, c'est possible, oui, mais quand j'ai fait la formation, j'ai bien vu que c'était quelque chose chez moi qui était... Oui. Donc, je t'invite à aller travailler la vie, ça peut être facile, et du coup, à partir de ce moment-là, ce sera peut-être plus léger au niveau des sciences. Tu vois, parce D'accord. que oui, il y a les violences conjugales, les viols, les machins, et tout ça, moi, j'en ai pas. Ouais, d'accord. Bah écoute, j'ai beaucoup de morts et beaucoup de violence. Ouais, ouais. Ok. Merci, Céline. Tatiana? Bonjour. Oui, alors moi, je fais ma première séance jeudi, là, et c'est sur un nourrisson de 1 mois, et j'ai juste comme info que c'est pour des problèmes de digestion. Alors, j'ai regardé rapidement, mais bon, j'ai pas encore tout relu, et par rapport aux peurs, est-ce que tu pourrais juste m'éclairer là, comme ça, à chaud? Tout ce qui va être digestif, souvent, c'est en lien avec la mère, et ça va être en lien avec toute la vie intra-utérine. Donc là, il a 1 mois, donc tu vas voir quelles sont les émotions qu'il n'aurait pas pu digérer, et ou lui, Hmm. et ou l'enfant, et ou la parent. Donc tu vas dire aux parents, OK, souvent derrière un problème digestif, il peut y avoir des émotions qui ne sont pas digérées chez l'enfant et ou chez le parent. Donc pendant toute la séance, on va regarder ça. Et puis comme souvent, c'est en lien avec la mère et en lien avec la vie intra-utérine, tu dis bien aux parents, on va voir tout ce qui aurait pu générer des émotions, soit chez l'enfant, soit chez les parents. C'est comme ça que Ok, tu commences ta séance et tu vas voir, tu vas dérouler ce qui se passe. Et à chaque fois, tu feras les liens. Bah, vous voyez, là, il y a eu ça comme émotion, donc bah, peut-être que c'est pas digéré. ok, super. Merci. Ça répond à ta question, Ouais, Tatiana? super. Ouais, merci beaucoup. J'ai Gaëlle qui me pose une question. Tatiana, Cécile et Sarah, j'ai vu que vous aviez levé la main, c'est juste que je réponds à Gaëlle. Elle me dit, j'aurais une question concernant une petite fille que j'ai eue, que je ne vois plus, qui avait une peur terrible de l'orage, des vents forts, qu'elle soit à l'intérieur ou pas, et elle a associé ça aux incendies. Ma maman m'a toujours dit qu'il n'y avait absolument rien eu avec un orage, un incendie, etc. On est dans... Soit ça peut être du transgénérationnel, et en fait, dans la famille, des enfants ou des adultes sont morts d'un incendie, d'un orage ou des choses comme ça. Mais là, on est vraiment sur l'extérieur est un danger. Donc, par exemple, le coronavirus, on est sur le monde extérieur est un danger. Donc, on va aller au-delà de l'incendie, on va aller au-delà de l'orage, on va aller chercher sur tout ce qui peut venir de l'extérieur et qui peut être un danger. Donc, la myosynthèse, le coronavirus, les forceps, tout ce genre de choses, quoi. Tout ce qui vient de l'extérieur est un danger. Et demander aux parents en quoi est-ce que vous avez peur de mourir brûlé? Est-ce que vous avez peur de l'orage et tout ça? Est-ce que ça répond à ta question, Gaëlle? Ok, génial. Ah, cool. Sarah? Ouais, moi j'avais une question, enfin, j'avais deux questions. Il y en avait une par rapport à une séance que j'ai faite avec un enfant de 9 ans. J'ai compris ce que tu voulais dire par les ados veulent pas être là. 9 ans, c'est peut-être précoce pour dire ado, mais vraiment, il est resté avec son manteau, il s'est caché sous son manteau tout le long de la séance. Enfin, vraiment, et il était assez insolent. Et en fait, sa mère la mène parce qu'elle ne sait plus quoi faire de lui et que il a beaucoup de colère et voilà, et elle se sent agressée constamment. Et effectivement, dans sa manière de parler, c'est assez fort. Et donc, on est allé voir dans son histoire tous les moments où il y aurait pu y avoir de la colère et il faut qu'il revienne parce qu'on n'a pas eu le temps de faire tout le protocole. Euh, Sauf qu'il ne veut pas, sa mère me dit, je sais pas quoi faire, il veut pas qu'on répète les phrases. Ok. Et donc, je sais pas quoi faire avec ça, en fait. Si l'enfant il veut pas, on fait pas quoi. Tu vois? Ouais. À partir d'un certain âge, moi je vais te demander à l'enfant, tu iras voir papa et maman pour revenir peut-être sur ce qu'on a pu dire en Redis séance. ça, excuse-moi. Je vais dire à l'enfant, voilà, il s'est passé des choses pendant la séance. Maintenant, à toi d'aller voir papa et maman si tu as besoin de revenir sur quelque chose que j'ai pu dire pendant la séance ou que les parents ont pu dire pendant la séance. Ok. Là, il est grand, donc c'est normal que ça le saoule, Ouais. les phrases, quoi. Tu vois, il a compris, ça va le saouler. Donc, à partir d'un certain âge, je ne vais pas faire forcément répéter les phrases, mais je vais demander à l'enfant de demander plus d'informations. Ok. Sachant que s'il est en colère, peut-être qu'il est en colère, c'est sa propre colère. Soit il a chopé les émotions de ses parents, soit il veut prendre soin des émotions de ses parents et il n'y arrive pas, et du coup, ça le met en colère. Soit il ne se sent pas aimé. Ouais.
Et s'il veut pas parler et qu'il est habillé et tout, tu peux lui dire, oh putain, mais moi je comprends, franchement, moi aussi, j'aurais pas forcément à ton âge envie de venir ici raconter une histoire avec une nana que tu connais pas. Peut-être que toi, t'aurais préféré rester chez toi à jouer à la console et tout, je comprends, mais en fait, là, le rendez-vous, il est là, donc si tu veux pas me regarder, si tu veux pas enlever ton manteau, c'est ok, moi je vais juste continuer à raconter l'histoire, quoi. Ouais, j'ai plutôt. Je me suis impressionnée sur ce coup-là parce que je me suis pas laissée déborder et ouais, mais je comprends hein, que t'aies vraiment pas du tout envie d'être là. Enfin, donc là-dessus, ouais, c'est cool. Merci. Et du coup, l'autre question que je voulais te poser, c'est par rapport ouais, à l'enfant que j'ai eu de 18 mois là qui, qui a hurlé tout le long de toute l'histoire où en fait on n'est même pas arrivé à sa conception sur la première séance parce qu'il y a eu beaucoup de choses à dire par rapport au bébé. Il y avait 4 bébés en IVG, non, en IMG et en fausse couche. Donc il y a eu beaucoup de choses à voir, plus une grande sœur avant. Et sa maman m'a parlé du fait qu'elle avait eu une grosse période de stress où il y avait beaucoup de choses qui s'étaient mélangées, les travaux de la maison, un boulot qui s'arrêtait. Enfin, il y avait vraiment une grosse période de stress. Et en fait, je me suis rendu compte que je me sentais pas armée pour parler du stress. Et donc, comment tu présentes ça à l'enfant qui, du coup, ça, c'était en préconception? Je vais poser un objet, un gros objet en disant, ben voilà, il y avait un gros stress, tu sais, des fois, les adultes, on sait pas gérer, ou on sait pas faire face à des situations où en fait ça génère trop d'émotions, on appelle ça du stress. Et je posais un gros objet qui représente le stress. Ok. Ok, tu le nommes comme une émotion, comme tu me parlerais de la colère ou de la tristesse, en disant que ça appartient à maman et. Complètement. Oh là là, il y avait tellement de stress, un gros truc là. Oh. Ben voilà, ça arrive des fois, on est un enfant, on est un adulte, il y a trop de trucs, on appelle ça du stress. Tu expliques ce que c'est que le stress, tu poses l'objet, tu dis, ben c'est à papa, maman de gérer ça, quoi. Ok. Ok, super. Merci. Merci, Sarah. Cécile? Oui, alors j'ai deux rendez-vous de prévus là qui arrivent un jeudi et un semaine prochaine. Ce sont des cas un peu comme Céline, assez lourds. Et en fait, si tu veux, avant chaque séance, je demande aux parents. Alors je pense que je vais arrêter de le faire parce que ça doit être une partie de moi qui a peut-être qui a besoin de préparer les choses en amont. Mais en fait, je demande aux parents de me faire dans les grandes lignes un récapitulatif de ce qu'ils ont pu vivre sur ces 27 premiers mois de vie, les 9 mois avant la conception, etc. Et de m'expliquer la problématique, pourquoi ils viennent me voir, en fait. Finalement, j'aime bien le faire aussi parce que ça leur permet en amont de se lancer déjà dans ce qu'ils ont vécu. Et le problème, c'est que quand il me faut un récapitulatif, c'est assez costaud. Et là, les 2 séances que j'ai un génocide avec une tuerie d'enfants, avec une tuerie de plusieurs enfants au Cambodge. Voilà, donc des parents, des familles qui sont revenus en changeant de nom en France. J'ai un décès de grand-mère, un suicide du frère du père 1 mois avant la conception de l'enfant. J'ai une maman qui a des peurs subies du nourrisson, qui dort exclusivement avec ses parents, un IVG, la maman un père violent. Enfin, j'ai un gros historique, en fait. Et, et là, ma question, c'est comment je vais expliquer le génocide à une petite fille. En fait, c'est une petite fille de 2 ans qui ne veut pas lâcher sa mère. Elle peut aller faire pipi, se doucher, elle est collée à sa mère et elle veut pas voir son père. Voilà Ce la sera Ce serait intéressant de voir si le génocide, c'est les hommes qui tuent les enfants. Tu crois que je peux poser ces questions-là? Ah bah oui. Ah ouais, alors là, c'est chaud. Tu vois, là, par contre, Si elle veut coller sa mère et pas son père, en fait, moi, ce qui me vient, c'est de me dire, ok, dans ce génocide, est-ce que c'était des hommes qui tuaient des enfants? Si c'est ça, il y a l'empreinte qui fait que, ben, en fait, des hommes peuvent tuer des enfants. Et comme c'est un enfant, elle peut être... parce que c'est peut-être des pères de famille qui ont fait ça. Donc, comment on explique un génocide? Eh ben, on explique qu'en fait, il y a une certaine catégorie d'hommes et ou de femmes, et c'est important de savoir si c'est des hommes ou des femmes, d'accord, et on ne sait pas pourquoi, qui tuent des enfants. ok. Et que c'est interdit, que tu n'es pas d'accord avec ça, et que ça ne se fait pas, et que c'était vraiment à ce moment-là, dans ce pays-là, qu'il n'y a pas ça en France ou des choses comme ça,
Et ça va être important de savoir où est-ce que ça s'est passé, qui est-ce qui faisait ça, dans quel contexte et tout ça. Ouais, c'était au Cambodge. Ok, je poserai la question. Et il se trouve que ce papa s'est mis. Il y a aussi une séparation expliquée. Elle a cette petite fille de 2 ans. Elle a un frère qui a un trouble autistique aussi. Enfin, tu vois, et je pense que là, comme Céline, ça va être une séance qui va se faire en 2 fois. Je vais jamais pouvoir. L'historique est trop lourd, trop chargé. Et si elle colle sa maman, cette petite fille, c'est vraiment pas pour rien, puisque la maman a eu peur de la perdre, peur de la Non, perte elle est subite. du lourd, donc là, on part sur 2, 3 séances, quoi. Ok, d'accord. Super. Je vais voir. Et alors le génocide, je le pose en peluche, en objet? Tu peux prendre plusieurs peluches qui peuvent représenter les hommes. Tu peux prendre de... Comment je pourrais expliquer ça? Ouais, en fait, je poserais plein d'hommes. Est-ce que je poserais les enfants? Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas si je vais pas juste symboliser le génocide, le mot génocide, en expliquant à l'enfant et en posant un objet, parce Il que faut sinon, quand même faut quand même qu'il y ait une notion d'adulte qui tue des enfants, quoi. ok. Ok, donc tu peux dire, ben voilà, au pays, en Cambodge, voilà, c'est au Cambodge, hein, c'est ça? Cambodge, ouais. Ben voilà, il y a une certaine type de population qui ont tué des enfants. On appelle ça un génocide, et tu peux poser l'objet génocide. Ah oui, ok. Dit comme ça me paraît plus clair. Et par rapport à cet objet génocide, tu vas dire, moi je suis pas d'accord, c'est interdit, il n'y a pas ça en France, c'était à ce moment-là, dans ce pays-là, et en fait, ben, je comprends que toi, en tant qu'enfant, ben, tu as peut-être peur de mourir par des étrangers, par des adultes, par des parents et tout ça, parce que à ce moment-là, dans ton histoire, ça s'est passé. Donc je comprends que tu aies peur, quoi, je comprends. D'accord. Aujourd'hui, tout va bien pour toi, je te vois, je t'entends, tout va bien pour toi. Voilà, et vraiment lui dire qu'en France, il n'y a pas ça, quoi. D'accord. Quitte à faire, à prendre une map monde ou une carte du monde ou des choses comme ça en disant, ben voilà, là c'est la France et le Cambodge, c'est ce pays-là. Dans ce pays-là, à ce moment-là, il y a eu ça, quoi. À 2 ans, tu crois qu'elle capte? Peut-être? Au moins l'information, elle est dite. Ok. D'accord. D'accord. Bon, bah ok. Et rapidement, pour... Dans ta salle, tu peux poser le génocide très loin de la famille, tu vois, par exemple. En Ah ouais, disant, dans ce pays-là, il y a eu génocide. Mais ça, c'est très très loin, c'est pas dans le pays, ok. par exemple. Et pour le trouble autistique de son frère, je peux dire que ben, son frère, voilà, il a ce trouble-là, mais que elle, c'est son frère, c'est pas de sa faute à elle, etc. Tout ça, quoi. En fait, je posais un objet qui représente le trouble autistique, et ça peut être, ok, peut-être que toi, par rapport à ce trouble, ça te met en colère, ça te fait peur, et des choses comme ça, et je vais poser les émotions en lien avec le trouble autistique. Ok, d'accord. L'enfant, parfois, il ne va pas oser exprimer des émotions par rapport à son frère ou par rapport à sa sœur, par rapport à une maladie, par rapport à un trouble autistique, et si tu poses l'objet qui représente le cancer, la maladie ou le trouble autistique, l'enfant pourra plus facilement exprimer ses émotions par rapport au trouble. Ah, ok. Ah, c'est très clair. D'accord. Génial. Ok. Et le deuxième cas, c'est une maman qui est infirmière, qui a une endométriose et qui a voulu se faire un bébé, pardon, qui a conçu un bébé en Espagne seule. Donc, elle s'est posé beaucoup de questions. Ça a été très problématique de savoir ce qu'elle allait payer pour avoir un enfant, etc. Et c'est une petite fille qui a fait une fausse route très grave à 5 jours de vie. Mais il y a beaucoup de querelles dans la famille puisque la famille ne comprend pas le choix de cette maman. Donc encore aujourd'hui, les fausses routes, est-ce que ça peut être lié effectivement aux querelles familiales? Oui, c'est en quoi je fais fausse route par rapport à ma famille, en quoi je peux être déloyale. On est vraiment sur les mots, tu vois, fausse route. En quoi vous avez eu l'impression de faire fausse route? En quoi Ah, vous avez l'impression de prendre un chemin différent de votre famille? d'accord, ok. Donc ce qui fait que la maman, elle a eu des angoisses terribles le soir pour lui donner le bip puisqu'elle avait peur que ça arrive, puis c'est arrivé le soir. Et c'est une petite fille qui a perdu son chat et qui derrière a fait 3 pneumopathies. La pneumopathie, c'est lié à la tristesse? On est au niveau des poumons, donc ça peut être chagrin, culpabilité, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, d'accord. Comment je fais pour juste, c'est ma dernière question après je pose la maman, la peluche de la maman, on est d'accord, mais le papa, il n'y en a pas. Enfin, il y a un papa Il y a un biologique. géniteur. Il y a un géniteur, donc tu poses le géniteur en disant il y a une personne, on appelle ça un géniteur, un donneur,
Et du coup, grâce aux graines de ce monsieur, bah, tu as pu être dans le ventre de maman. Mais tu poses quand même le géniteur parce que peut-être que cet enfant, elle a envie elle a envie de dire des choses à ce géniteur. Elle a le droit de se dire, mais pourquoi t'es pas là? Je suis en colère, je suis triste parce que t'es pas là. Qu'est-ce que tu voudrais que le géniteur, il te dise? Ok. Il existe, le géniteur, donc c'est important de le poser et de voir quelles sont les émotions qu'il y a avec lui, quoi. Et je le nomme pas papa, je le nomme géniteur. Géniteur ou donneur, ou la personne qui fait un don. Ok. Tu peux demander à la maman comment elle a envie d'appeler cette personne. Ah ouais. Elle va te donner la réponse. Et est-ce que tu crois que je peux parler Non, non, ma question est bête. J'allais dire, est-ce que je peux parler du potentiel amour que ce donneur peut avoir? Non. Et non, il n'y a pas. Ok. Quand vous buguez sur des choses, demandez à la personne en face de vous. Comment vous nommeriez ce que vous êtes en train de dire? Ok. Ça marche. Dans les parents adoptés, souvent je dis, bah, il y a eu les parents biologiques. J'ai des parents qui m'ont dit, ah non, nous les parents, c'est pas eux, quoi. Ok. Donc vous demandez bien à la personne comment on va appeler les géniteurs, les donneurs. Enfin, c'est important. D'accord. C'était Et le pour toi, fait qu'elle ne Cécile? peut pas du coup s'endormir, c'est ses peurs de mort en fait. Parce que Ça si peut une être... petite depuis elle ne veut plus veut s'endormir en tenant la main de sa maman ou de sa mamie, enfin tu vois, elle. C'est soit j'ai peur de mourir, soit j'ai besoin de prouver aux autres que je suis vivante, soit j'ai besoin de prendre soin des émotions de ma grand-mère, de mamie et tout ça. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de querelles dans la famille en fait. Et elle dit arrêtez de vous chamailler, arrêtez de crier en fait. Elle le dit beaucoup. Ok. Et puis elle peut vouloir être le lien dans la famille, donc vraiment lui dire qu'en fait elle a rien à voir avec tout ça et qu'elle n'est pas là pour faire en sorte que les membres de la famille s'entendent. Ce n'est pas son rôle. Ok. Ça marche. Merci Audrey. Merci Cécile Ludivine. Pardon. Oui, un sujet beaucoup plus léger. Moi, j'ai une famille que je suis depuis très longtemps. On est venu à parler de ce qui s'était passé parce que le jeune, il a 9 ans, le petit garçon, et sa maman trouve qu'elle répète énormément les choses pour qu'il se mette à faire les choses. Et puis bon, on est venu à discuter, je lui ai proposé la méthode, donc elle m'a dit, bah oui, faisons ça. Et il y a eu une fausse couche avant ce garçon. Et après, ils ont mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à l'avoir aussi. Et il est arrivé naturellement. Et il s'est rien passé de spécial tout le long de la grossesse. Et il y a eu un déclenchement, parce qu'en fait, il était bien. Et la maman m'a dit, bah oui, en fait, moi, j'étais tellement bien, je voulais le garder en gros le plus longtemps possible. Et ça a fini en césarienne d'urgence. Et là, donc, moi, j'ai fait le lien sur, bah, il n'a pas fait le travail pour sortir, donc je lui ai expliqué que c'était pas parce que là, on l'avait aidé qu'il n'était pas capable, mais j'avais pas l'impression, parce que bon, il parlait évidemment, et enfin, qu'il se sent pas capable de faire les choses. C'est plus que se mettre à les faire, c'est compliqué. Et pour la phrase positive, moi, c'est plus ça, pour l'instant, qui me pose encore pour la gymnastique, de trouver les phrases positives. J'ai pas trop su quoi lui faire répéter ou ancrer, tu vois, par rapport à l'effort. Bah, tu peux lui dire, c'est pas parce que à ce moment-là, il a fallu faire des efforts pour que tu puisses naître ou qu'il y a eu que tu auras toujours besoin d'efforts dans ta vie. Oui, mais enfin, parce que lui, il a cette sensation, j'imagine, parce que quand elle répète, la mère, elle dit, moi, j'en ai marre. Faut que je dise 15 fois les choses avant qu'il fasse, quoi. Et c'est un enfant très étourdi. Tu lui parles, il répond à côté, quoi. Donc il y a peut-être aussi un souci d'ancrage, tu vois, sur des enfants un peu comme ça. Je peux partir en brain gym, je peux partir sur des exercices de l'ECAP, d'ancrage et tout ça. Et c'est Ouais. important pour ces enfants que quand tu demandes une consigne, qu'elle le regarde bien dans les yeux et qu'elle soit dans la même pièce que lui. Si elle est dans la cuisine et qu'il est dans le salon, puis qu'elle lui dit range tes affaires, il va pas capter le message. Donc bien dire aux parents de se mettre face à à leur enfant. Ok, donc là, oui, pour les phrases, à part bah oui, ce que je lui ai dit, en fait, Ouais. hein, Mais des là, je fois, compléterai. En plus, tu fais du TFH et tout ça par des Ouais. techniques bien corporelles, quoi. Ah bah oui, mais ça, ça fait longtemps que je le vois. C'est pour ça que j'ai essayé autre chose Mm. en plus, tu vois. Mais bon, voilà, c'était... Merci. Yes, merci Ludivine. Il reste une dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres partages? Faites-vous plaisir. Le prochain live sera au mois de juin, sera dans 2 mois. Je n'ai pas encore fixé la date. Il n'y en aura pas cet été, je reviendrai en septembre. Je vous laisse tranquille cet été. En tout cas pour les lives. Moi, j'aurais une question si personne n'a. Oui, Sarah.
J'ai juste une question, si il y a eu des pertes de sang au 3e mois de grossesse, est-ce qu'on peut considérer que c'est encore un jumeau perdu ou pas? Tout dépend. Si c'est des saignements, on est plus sur autre chose. Vraiment, le spotting, il est vraiment au tout début et c'est vraiment des toutes petites taches de sang, quoi. Ok, Si on est donc, vraiment sur des saignements, et puis demander si ce que le médecin en dit, quoi. Si c'est un fibrome et des choses comme ça, on part pas du tout sur le jumeau perdu, quoi. ok, donc ça pourrait être quoi à 3 mois? Ça peut être un fibrome. Ok, Mm. ok, merci. Avec plaisir, ça, hein. Moi, je veux Oui, bien poser une vas-y. question. J'ai eu en séance un petit garçon de 6 ans et demi. Et précédemment, sa maman a perdu un enfant. Il est né à terme. Elle est née à terme, mort-né. Et ce petit garçon, il a été conçu quelques mois après la perte de ce premier bébé. Et j'ai pas su retrouver la vidéo où tu expliquais bien la bulle énergétique du premier enfant et puis quand la conception arrive tout de suite après. Donc j'aurais aimé qu'on reparle de ça. Ah oui, ça doit être au tout début de la formation où j'explique la notion de bulle énergétique. Tu veux que je te réexplique? Juste rapidement, parce qu'en fait, il peut y avoir. En fait, ça veut dire quoi que cet enfant-là, il est impacté par l'énergie de ce bébé. En fait, tout ce qui se passe dans les 9 mois avant la conception fait partie du programme génétique. Donc, en C'est fait, ça, programme dans génial. les 9 mois avant la conception, il y a sa mort. Je te fais un dessin, comme je peux. Sachant qu'il y a la naissance et que la bulle, elle va jusqu'aux 9 mois. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ouais, Il y a la naissance. oui, Ah, la naissance. Et du coup, ça va jusqu'aux 9 mois. Donc là, c'est la bulle. ouais. L'enfant, il est né, il a été conçu combien de temps après la naissance? Bah, quelques mois, hein, Ça marche. ce bébé, il est décédé fin 2016 et lui, il est né en juillet 2017. Ça marche. Et du coup, la conception, elle est ici, donc elle fait partie de la bulle énergétique du premier. Et du coup, lui, sa conception, on part sur 9 mois avant. Et du coup, ça va donner ça. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Enfin, c'est assez clair, ouais. Et en séance, si tu fais cette marque-là, tu vois, conception, naissance, les 9 mois avant, les 9 mois après, les parents, ils vont se rendre compte qu'il y a vraiment les deux bulles énergétiques qui sont l'un dans l'autre. Et du coup, bah, tu peux avoir un enfant qui ne se sent pas à sa place, qui va pas supporter qu'on rentre dans sa bulle, qui peut facilement rentrer dans la bulle des autres, qui peut prendre trop de place et tout ça. Il peut y avoir ça chez ces enfants. Ok. Et après, on ne peut pas rapprocher ça à la gémellité. Pas du tout. Aussi. Et ouais. Si, si. Donc il peut y avoir vraiment cette notion de bah, c'est mon jumeau qui est perdu, qui est parti, quoi. Ça Ouais. peut. Parce que Je l'ai là, c'est perçu. vraiment proche, hein. Ouais. Je l'ai vraiment perçu comme ça. Ok. Et après, j'ai une autre question. Quand on parle de grossesse extra-utérine, on parle aussi de bébé mort, de début de bébé mort. Je peux dire un début de grossesse, grossesse extra-utérine, je me dis, bah, en fait, des fois, le début de bébé, il n'est pas au bon endroit. Ok. Et il meurt. Ok. Et je vais poser un petit bout de truc là qui représente ce début de bébé qui n'était pas au bon endroit. D'accord. Et après, j'ai une Et dernière. important de dire, ce n'est pas parce qu'on n'est pas au bon endroit qu'on meurt, parce que lui, il peut Ah associer, oui. on n'est pas au bon endroit, elle est morte, donc pour pas qu'il y ait une notion de, je suis pas au bon endroit, je vais mourir. Ok. Et après, j'avais une question par rapport au flyer. Tu mets un lien sur un tuto sur Canva et moi, quand je vais sur ce lien, la page, c'est en erreur, c'est normal. Je sais pas si pour les autres, ça a été le cas. Euh, les Moi, autres, j'ai est-ce que vous avez pas eu, réussi à... Oui, pas eu c'est... de souci, j'ai réussi à le faire. D'ailleurs, merci, hein, top, franchement. Mais j'ai eu aucun souci pour faire le mien. Je l'ai fait Ok. il y a 15 jours à peu près. Donc, peut-être un Euh, peu. Nadège, peut-être copier le lien et le mettre sur un autre moteur de recherche. Des fois, Ah, ok, si c'est je vais sur essayer ça. Google, et peut-être essayer sur PC plutôt que sur téléphone. D'accord, ok, je vais essayer ça. Si tu as besoin, tu me redis quoi, si ça Oui, marche pas.
Merci. Ah oui, et j'avais une autre question, on m'a demandé, Audrey, est-ce qu'on peut s'entraîner à faire la méthode Raconte-moi mon histoire, même si on n'a pas le diplôme? Oui, entraînez-vous, demandez juste, enfin dites juste aux personnes que vous êtes en train de vous former et que ce sont en gros des cobayes et tout ça. Donc oui, vous pouvez vous entraîner, oui, vous pouvez faire des séances, mais c'est vrai, faut vraiment dire que vous êtes en formation et que vous n'avez pas encore le diplôme, qui sont là pour votre entraînement personnel. C'est important d'être direct et franc avec les parents pour pas qu'il y ait de confusion. Est-ce qu'il y a une dernière question? Julie, je vois tes lèvres bouger, mais je sais pas si c'est à moi que tu parles ou pas du tout. Non, ça doit être à moi. Je voulais vous faire partager un retour de séance que j'ai eu avec un petit garçon de 2 ans qui est venu parce qu'il était en colère et qui tapait beaucoup, tout le monde et tout le temps. Et en fait, ce petit garçon-là, sa maman a fait de la pré-éclampsie juste dans le dernier mois, donc il a dû naître en césarienne en urgence. Ils ont été un peu séparés. Donc on est vraiment revenu sur ça. Et en fait, cet adorable petit garçon m'a craché au moins 4 fois dessus à plusieurs reprises. J'étais ravie, je ne savais pas si j'avais un enfant de 2 ans ou un lama. Sa maman ne l'a jamais repris, c'est moi qui qui ai dû lui dire, écoute là, en fait, non, on ne crache pas, c'est pas possible, je ne suis pas d'accord. Je comprends que tu sois en colère, je comprends que ce que je te dis, ça te dérange, mais à un moment donné, ça, c'est pas OK, quoi. Et je pense que au-delà de ce qui s'est passé autour de cette naissance, il y a aussi le fait que la maman, la punition, ça a l'air d'être compliqué pour elle. Parce qu'en fait, elle dit Jésus à son fils, non, on fait pas ça. J'ai dû entendre le son de sa voix 2, 3 fois, c'est tout. Il m'a aussi jeté des jeux. Je pense que j'aurais dû faire payer la séance plus cher. Ou prendre une assurance quand je fais des séances, raconte-moi mon histoire. Quand c'est comme ça et que tu vois qu'il n'y a pas de cadre pour le ou les parents, tu peux dire, je vois que pour vous, c'est compliqué de poser un cadre, je vois que pour vous, c'est compliqué de dire non. Et il serait intéressant d'aller vous faire accompagner par un ou une thérapeute pour aller voir ce genre de choses. Parce que là, c'est juste pas possible. Ici, enfin voilà, oui, c'est moi à moi de poser un cadre en tant que thérapeute. Mais là, je vois que chez vous, ça peut être compliqué. Est-ce que c'est compliqué pour vous de dire non? Est-ce que c'est compliqué pour vous de poser un cadre? Eh bien, sachez que l'enfant a besoin de cadre pour grandir, sinon c'est compliqué. Et je vais la renvoyer directement sur ce qu'elle a à bosser. Ah, c'est ce que c'est ce que je lui ai dit. Et qu'effectivement, bah, son fils changerait de comportement quand elle aurait un cadre et qu'elle s'y tiendrait en fait. Tant qu'il n'y a pas de cadre, il va tester. Tant que vous Ouais. n'avez pas de cadre en séance, on va tester. Je sais qu'on avait discuté de ça avec Guillaume, je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou hier. Si vous ne posez pas de cadre, c'est l'anarchie. Ah Voilà. bah, ouais. Déjà, même en le posant, c'est l'anarchie avec ce gamin-là. En tout cas, mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Si, pour moi, bah, si je suis reconfrontée à un truc comme ça, je sais que je mettrai fin à la séance en fait. Et que je dirais aux parents, bah, vous revenez, mais si effectivement on arrive enfin, si vous m'accompagnez dans cette pause de cadre, parce que là, moi toute seule, bah, c'est pas OK, quoi. Yes, bravo Emeline, génial. Sarah, dernière question pour toi. Je t'écoute. Oui, merci beaucoup. Je repensais à une séance que j'ai eue avec une petite fille de 7 ans. Et je vais la revoir pour la 3e séance. Il y a un truc que je sens, mais que j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je sens que la petite fille, elle prend beaucoup sur elle. Elle essaye de pas faire de vagues. Elle veut vraiment faire plaisir. Enfin, voilà, voilà, je sens vraiment qu'elle est tournée vers l'intérieur et du coup, tu vas vers quoi quand tu sens un enfant comme ça, qui veut surtout pas faire de vagues? Et elle, dans son histoire, il y a la séparation des parents, il y a de la violence aussi de la part de son père. Elle n'a pas vu son père pendant un an parce que, il y avait des fessées, des gifles. Voilà, enfin, mais c'était déjà avant les cas de violence et la séparation qu'elle avait ce comportement-là. Donc, voilà. Tu peux lui dire ce que tu vois, tu peux lui dire, j'ai l'impression que toi, tu es une petite fille qui veut être parfaite, qui veut pas faire de bruit, qui se dit qu'elle doit pas bouger, tout ça.
Et en fonction de ce qu'elle t'a raconté dans sa séance, dans la séance, tu peux dire, ben voilà, peut-être que toi, à ce moment-là, tu as peur que si tu fais des bêtises, il va y avoir de la violence. Peut-être que tu te dis que tu dois être absolument gentil pour pas qu'il y ait de dispute entre papa et maman et tout ça, quoi. Tu peux énumérer des choses en fonction de son âge et lui dire, en fait, tu as le droit d'être imparfaite, tu as le droit de faire des bêtises, tu seras quand même aimé. Mais de l'autoriser, quoi. Ok. Ça peut être, est-ce que tu peux un crayon égribouillé, tu vois, ou des fois dans des coloriages, tu peux lui dire, est-ce que tu peux déborder sur le coloriage? Pour l'inviter à faire autre chose que des choses parfaites. Tu peux lui donner une feuille, lui demander de la déchirer, de la mettre en boule et de l'acheter dans la pièce, Ok. par exemple. Ok. D'accord. Et ça peut être intéressant de demander aux parents, est-ce que pour vous c'est compliqué ou est-ce que vous, quand vous étiez petite, vous étiez la petite fille parfaite, le petit garçon parfait, tout ça? En quoi, pour vous, c'était important de rien dire et de rien faire? Des fois, ça peut faire écho à la vie de la mère ou du père. Ok. Bah, après, la mère, quand elle est revenue à la deuxième séance, elle me dit ah oui, ça s'est mieux passé depuis la première séance. Elle pleure plus avant que j'aille au travail. Je vois qu'elle a de la tristesse et puis elle va prendre sur elle. Et les mots qu'elle utilise sont éminemment pertinents. Mais je ne savais pas comment voilà, pointer ça du doigt sans être dans la culpe. Enfin, le but, c'était pas de culpabiliser la mère du tout. Et voilà. Et là, tu peux vraiment autoriser la mère à avoir une autre étiquette sur sa fille, parce que moi, je peux lui dire, ben, en fait, à chaque fois que vous lui dites ça, qu'elle prend sur elle, qu'elle prend sur elle, c'est comme si elle avait une grosse étiquette qui est, dans la vie, c'est normal de pas faire de vagues et tout ça, quoi. Donc, c'est par quelle étiquette vous pourriez remplacer cette étiquette pour votre fille, quoi, Ok. par Je exemple. passe par les biais de l'étiquette, ok. Ouais. Hmm. Ça répond à ta question, ça? Ouais, ouais. Mais du coup, tu poses la question à la mère plutôt que de lui proposer une autre façon de dire les choses, quoi. Tu peux essayer de plein d'autres biais, quoi, tu vois, Ouais. essayer plein de choses, quoi. Hmm. Ok. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Sarah. Il est 21h30. Est-ce que c'est OK si on clôture? Je trouve que déjà 1h30, c'est pas mal. Et je pense que quand on regarde un replay, 1h30, c'est long. Donc, un grand merci pour votre présence. C'est très précieux pour moi, je le répète. Donc, voilà, le groupe privé, si vous avez des questions. Et puis, pour les personnes qui sont en formation en ligne, je vous invite vraiment aussi à poser vos questions sous chaque vidéo. J'y réponds dès que je peux. Parfois, je suis en formation, parfois, je suis en déplacement, donc je ne réponds peut-être pas toujours directement aux questions. Donnez-moi au moins une semaine. Des fois, j'ai plusieurs mails en disant, André, je t'ai envoyé un mail, je vois vos mails, c'est juste que je ne peux pas toujours tout répondre dans la minute. Donc, laissez-moi une semaine quand vous m'envoyez des choses. J'essaye de répondre toujours au plus vite, mais parfois, je ne peux pas, quoi. Voilà, je vous fais des bisous et je vous Merci, souhaite une Audrey. très bonne soirée. Bonsoir. Et puis amusez-vous bien. Et quoi que vous le faites bien. Ça marche? Merci. Merci. Merci Merci, Audrey. 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 Salut. Au revoir, merci. Merci.